Gadal 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, 2 civils palestiniens, dont un enfant, tombent en martyr en Cisjordanie occupée à l'ouest de Jenin et dans le quartier de Ras al-Joura al-Khalil. Autre agression sioniste, cette fois-ci contre le Liban, où 3 Libanais ont été assassinés dans 2 raids sur le district de Ben Jubail et Taïr, dans le sud du pays. Et puis on ira en Libye ce soir, où les sessions du dialogue structuré menées par la Manul ont débuté ce dimanche à Tripoli. Objectif, préparer des élections crédibles avec une participation large des Libyens. Un autre drame au Soudan, pays rongé par la guerre depuis plus de 2 ans. 7 civils ont été tués dimanche lors d'une frappe de drone imputée au FSR sur un hôpital militaire à Port-Soudan. Dans notre dossier russo-ukrainien de ce dimanche soir, le ministère de la Défense russe annonce avoir pris le contrôle de la localité de Varvarovka dans la province de Zaporizhia. En parallèle, des pourparlers de paix ont commencé à Berlin en Allemagne en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bonsoir à toutes et à tous. Les regards sont rivés sur la Cisjordanie occupée où 2 Palestiniens, dont un enfant, ont été assassinés par les balles des forces d'occupation sionistes. Selon l'agence de presse palestinienne, les forces d'occupation ont tiré samedi sur un enfant à l'ouest de Jenin, causant son martyre, tandis qu'un jeune homme a été assassiné ce dimanche dans le quartier de Ras al-Joura, dans le gouvernorat d'Al-Khalil. En parallèle, l'autorité chargée des affaires des prisonniers et le club des prisonniers palestiniens ont annoncé le martyre d'un détenu dans les prisons de l'occupation sioniste. Dans un communiqué publié ce dimanche, les 2 organismes ont indiqué que la famille du détenu administratif Sakhr Khalil Zaoul, 26 ans, originaire de Beit Laham, avait été informée par l'administration pénitentiaire sans qu'aucune explication ne lui soit fournie sur les causes du décès. Le défunt martyr avait déjà été arrêté en juin dernier. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté un grand nombre de prisonniers qui avaient pourtant été libérés lors d'une campagne de raids dans des villes et villages de Cisjordanie occupés ce dimanche. Selon des médias palestiniens, 19 personnes ont été arrêtées dans les gouvernorats de Salfit, Naplouse et Al-Khalil. Direction Raza à présent, où la liste des martyrs ne cesse de s'allonger jour après jour. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande s'est alourdi ce dimanche à 70 663 martyrs et 171 139 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 9 civils ainsi que 45 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. L'assassinat par l'entité sioniste d'un haut commandant du Hamas menace la viabilité du cessez-le-feu à Raza. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le chef du Hamas Khalil al-Hayya, appelant le président américain Donald Trump à exiger que l'entité sioniste respecte les termes de la trêve. Il s'agit de l'assassinat le plus médiatisé d'une figure importante du Hamas depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Raza en octobre. وفي ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق Compte tenu de ces circonstances, des violations persistantes de l'accord par Israël, de l'obstruction de l'aide humanitaire et des destructions, meurtres et assassinats continus, dont le dernier en date est l'attaque perpétrée hier contre le chef Moudjahid Raed Saad et ses frères. Et face à ce comportement sioniste qui menace la pérennité du cessez-le-feu, nous appelons les médiateurs et en particulier le principal garant, l'administration américaine et le président Trump, à œuvrer pour contraindre l'occupant à respecter l'accord, à s'engager à le mettre en œuvre et à ne pas le laisser s'effondrer.
Le haut responsable du Hamas a justement été inhumé cet après-midi à Gaza en présence de proches et de gens qui l'ont connu. À noter que l'attaque en question contre une voiture à Gaza a fait 5 morts et au moins 25 blessés selon les autorités sanitaires de la ville. Ce n'est pas la première fois que l'occupation sioniste viole l'accord de cessez-le-feu. Nous pensons que ces violations sont préméditées et délibérées de la part de l'occupant et ne nécessitent aucun prétexte. Parfois, ils prétendent qu'il y a eu un bombardement ou une fusillade. L'occupant n'a pas besoin de se justifier. Ce sont des pratiques auxquelles nous nous sommes habitués de la part de l'occupant. Je crois que la résistance ainsi que les médiateurs savent ce qu'ils font, que ce soit sur le terrain ou par la pression qu'ils exercent sur l'occupant sioniste. Et au génocide s'ajoute la météo. La directrice humanitaire de l'ONG Save the Children a appelé ce dimanche à l'acheminement urgent de l'aide humanitaire et de secours à la bande de Gaza afin d'atténuer les souffrances des enfants victimes de la récente tempête qui a frappé l'enclave palestinienne. Samedi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, avait mis en garde contre le risque croissant d'épidémie parmi les enfants de Gaza, appelant à une augmentation de l'aide humanitaire, notamment en vêtements et en tentes, compte tenu des conditions météorologiques difficiles. Des milliers d'enfants ont un besoin urgent d'aide humanitaire et que de nombreux produits de première nécessité sont bloqués en attente de l'ouverture des points de passage pour permettre l'acheminement de cette aide. Des milliers de personnes sont exposées à des risques de maladie en raison des conditions climatiques extrêmes et que la population de la bande de Gaza souffre d'une grave crise humanitaire et sanitaire. Des efforts conjoints sont indispensables pour soulager leurs souffrances. Le Liban, toujours sous les bombardements sionistes, 3 Libanais sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans 2 raids des forces sionistes sur le district de Bent Jbeil dans le sud du pays. L'agence de presse libanaise a rapporté ce dimanche que le raid de l'occupation avait visé une voiture entre les villes de Safad el-Battir et Barshit, causant le martyre d'une personne, tandis qu'une autre personne a été assassinée lors d'un 2e raid sur la ville de Yatar et un 3e martyr à Taïr. La Syrie a fermement condamné l'attaque terroriste qui a visé samedi une patrouille conjointe des forces de sécurité syriennes et des forces américaines près de la ville de Palmyre, dans la banlieue de Homs. Le ministre des Affaires étrangères syrien Assad Hassan al-Shaybani a indiqué sur la plateforme X condamner fermement l'attentat, présentant ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple américain. Le président américain Donald Trump a de son côté déclaré que les États-Unis riposteraient contre Daesh si leurs forces subissaient une nouvelle attaque en Syrie. On écoute. Nous pleurons la perte de 3 grands patriotes en Syrie. Vous savez comment c'est arrivé, dans une embuscade terrible. Nous avons également 3 blessés qui semblent se porter plutôt bien. C'était une attaque de Daesh contre nous et la Syrie. Et encore une fois, nous pleurons leur disparition et nous prions pour eux, leurs parents et leurs proches. C'est vraiment très triste. Nous riposterons. Dossier nucléaire, le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'accusant, je cite, de cibler injustement l'Iran tout en ignorant, selon ce dernier, les causes profondes de la situation actuelle. Selon Smaïl Baqai, le porte-parole de la diplomatie iranienne, le directeur général de l'AIEA devrait insister sur les pouvoirs qui lui sont conférés par le statut de l'agence et privilégier une approche technique pour traiter ces questions. مدیر کل به جای مخاطب قرار دادن مکرر انتظار میره که مدیر کل به جای مخاطب قرار دادن مکرر ایران. Il est attendu du directeur général qu'il s'adresse aux parties responsables de cette situation plutôt que de s'en prendre systématiquement à l'Iran. Malheureusement, ni le directeur général ni le conseil des gouverneurs n'ont même mentionné, aussi brièvement soit-il,
que les installations nucléaires iraniennes à vocation pacifique ont été la cible d'attaques illégales menées par les États-Unis et le régime sioniste. Dans ces conditions où les reproches adoptés se sont révélés inéquitables et unilatérales, ne visant qu'une seule partie, il est peu probable que cela permette de résoudre le problème. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait insister sur les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de l'agence et privilégier une approche technique pour traiter ces questions. تأکید بر صلاحیت‌هایی که طبق اساسنامه آژانس بهش داده شده نگاه فنی خودش رو در رابطه با این موضوعات حاکم بکنه. Smaïl al-Baqai a par ailleurs averti que l'Iran était pleinement préparé à répondre à toute action hostile, affirmant qu'il faisait face à des adversaires qui accordaient peu d'importance à la diplomatie dans un contexte de tensions régionales accrues et de surveillance continue de son programme nucléaire. ما با طرف‌هایی مواجه هستیم که نشون دادن Nous sommes confrontés à des partis qui ne croient ni aux négociations ni à la diplomatie. La République islamique d'Iran et ses forces armées sont pleinement préparées à faire face à toute éventualité et répondront avec la plus grande fermeté à tout acte d'aventurisme. Comme nous l'avons démontré, durant les 12 jours de défense héroïque de la souveraineté iranienne, nous avons prouvé comment nous agissons pour défendre notre pays. Les parties adverses sont pleinement conscientes des capacités et des moyens dont dispose l'Iran. Par conséquent, je ne crois pas qu'ils subissent la moindre ambiguïté à ce sujet, ni chez nous, ni chez nos adversaires. لذا فکر نمی‌کنم از این حیث ابهامی در ذهن خودمون یا در ذهن دشمنانمون وجود داشته. Autre actualité du jour, l'organisation terroriste MAC a défié ouvertement la République française en annonçant la tenue d'un événement interdit par arrêté préfectoral. L'organisation terroriste en question, en effet, malgré l'interdiction par la préfecture des Yvelines de l'organisation de tout événement, s'est empressée d'appeler au secours le lobby sioniste français, représenté par le Conseil représentatif des institutions juives de France, pour financer la location d'un salon dans un prestigieux hôtel parisien afin d'y tenir un événement interdit par la loi française. Une attitude qui démontre encore une fois le caractère non institutionnel et criminel de cette organisation soutenue et financée par l'entité sioniste, le Mersen et bien d'autres relais. Crise en Libye, les sessions du dialogue structuré menées par la mission des Nations Unies pour l'appui à la Libye ont débuté ce dimanche à Tripoli avec des sessions inaugurales du 14 au 16 décembre, ciblant la gouvernance, l'économie, la sécurité et la réconciliation pour préparer des élections crédibles avec une participation large des Libyens, incluant femmes, jeunes, sociétés civiles et autorités locales et visant à établir des réformes et une gouvernance unifiée. Anna Tété, chef de la Manul, a déclaré que le dialogue offrait une plateforme globale permettant à un peu plus large éventail de la société libyenne de contribuer à l'élaboration d'un programme de travail national et à l'avenir du pays. Le dialogue structuré offre une tribune inclusive permettant à des segments plus larges de la société libyenne de participer et de contribuer à l'élaboration du programme d'action national et à l'avenir de votre pays. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec ces groupes diversifiés de Libyens engagés, au nombre de 124 personnes, dont 81 hommes, 43 femmes et 13 jeunes, ainsi que des représentants des différentes composantes culturelles et linguistiques et des personnes en situation de handicap. La chef de la Manul a également affirmé que le dialogue était un pilier fondamental de la feuille de route facilitée par la mission et adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 août dernier, précisant que cette initiative constituait un espace de dialogue interlibyen. Le dialogue structuré constitue un pilier fondamental de la feuille de route facilitée par la mission des Nations Unies, laquelle a été annoncée au Conseil libyen et au Conseil de sécurité le 21 août 2025. L'objectif de la démarche que nous avons adoptée était d'aboutir à une feuille de route libyenne, fondée sur les priorités libyennes. C'est dans cet esprit que le dialogue structuré a répondu aux revendications de la majorité des Libyens que nous avons rencontrés lors de ces consultations, lesquelles ont exprimé le souhait de voir un processus politique plus inclusif. La structure est gérée et soutenue par la mission, mais son essence demeure un espace de dialogue entre Libyens.
ANATT a par ailleurs indiqué que le dialogue porterait sur 4 thèmes principaux et que les sessions se tiendraient successivement à partir du mois de janvier prochain dans le but de formuler des recommandations pratiques qui créeraient un environnement propice aux élections et renforceraient la stabilité et la paix en Libye. Le dialogue sera structuré autour de 4 axes principaux. Ces sessions se tiendront successivement sur une période allant de 4 à 6 mois, à partir de janvier 2026. Ces axes sont les suivants: la gouvernance, l'économie, la sécurité, ainsi que la réconciliation nationale et les droits de l'homme. Le dialogue vise à formuler un ensemble de recommandations concrètes concernant les questions urgentes liées aux politiques publiques et à la gouvernance. Devant aboutir à la tenue d'élections, il portera également sur des propositions politiques et législatives, ainsi que sur le traitement des causes profondes du conflit de longue durée, dans le but d'élaborer une vision nationale unifiée traçant la voie vers la stabilité. Ce dialogue sera encadré par des délais précis et constituera une opportunité pour les Libyens de tous les horizons de s'engager dans des discussions approfondies sur la situation actuelle du pays et sur sa trajectoire future. Conflit au Soudan, au moins 7 civils ont été tués dimanche lors d'une frappe de drone imputée aux forces de soutien rapide sur un hôpital militaire à Port-Soudan, alors que le pays, vous le savez, Madame, Monsieur, est rongé par la guerre depuis plus de 2 ans. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a justement condamné les attaques de drones qui ont ciblé samedi la base logistique des Casques Bleus des Nations Unies à Kadougli, faisant 6 morts et 8 blessés, tous membres du contingent bangladais de maintien de la paix servant au sein de la force intérimaire de sécurité des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU a réitéré son appel aux parties belligérantes à s'entendre sur un cessez-le-feu immédiat et à reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu durable et d'un processus politique global, inclusif et mené par les Soudanais. Les attaques visant les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et je rappelle à toutes les parties au conflit leur obligation de protéger le personnel des Nations Unies et les civils. Ces attaques dans le Kordofan du Sud contre les casques bleus sont injustifiables. Les responsables devront rendre des comptes. Conflit en Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé ce dimanche que les systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit 235 drones lancés par l'Ukraine pendant la nuit. Une autorité chargée de la réglementation aérienne a indiqué qu'au moins 10 aéroports russes, dont ceux de Moscou et de Saint-Pétersbourg, avaient imposé des restrictions temporaires sur les vols pendant la nuit en raison des attaques de dizaines de drones ukrainiens dans les airs. Le ministère russe de la Défense a également déclaré dans son dernier rapport qu'entre vendredi soir et samedi matin, les forces russes ont attaqué plusieurs entreprises militaro-industrielles ukrainiennes et des systèmes énergétiques liés à leurs opérations en utilisant des armes de haute précision terrestre et maritime, des missiles hypersoniques Kinjal et des drones à longue portée. Sur le terrain, Moscou revendique également de nouvelles avancées. Le ministère russe de la Défense a annoncé que son armée avait réussi à prendre le contrôle d'une nouvelle localité dans la province de Zaporijia ce dimanche. En France, des agriculteurs en colère ont bloqué ce dimanche plusieurs axes routiers pour dénoncer la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse par les autorités. Le syndicat agricole de la coordination rurale a annoncé continuer à contester jusqu'à l'obtention de l'arrêt définitif des abattages de troupeaux bovins. Depuis l'apparition d'un premier foyer en France de cette maladie non transmissible à l'homme en juin, en Savoie, la stratégie de l'État français implique l'abattage de toutes les bêtes des foyers affectés et des restrictions de mouvement de tous les bovins dans un rayon de 50 km autour de la zone concernée. Depuis X années, c'est cette politique d'abattage total qui est pratiquée. Or, on voit bien que
elle n'a aucun résultat. Mais malgré tout, ils continuent à s'entêter dans ce protocole, on va dire, suicidaire pour l'agriculture française. La politique sanitaire actuelle, elle dit un cas positif égale, à la DNC, égale tout le troupeau qui est abattu. Des bêtes qui sont en pleine forme. Et donc nous, on demande que ça s'arrête et on demande aussi que les éleveurs qui le désirent puissent avoir accès à la vaccination. Parce qu'à l'heure actuelle, en France, le vaccin n'est pas autorisé pour la grande partie des éleveurs. En tant que jeune éleveur, je me sens un peu abandonné. Je me sens parfois découragé. Heureusement que la passion m'anime et que je suis accompagné familialement et puis que derrière quand même on a les syndicats qui nous portent. Jour de vote pour les Chiliens. Les citoyens ont voté ce dimanche pour le second tour de la présidentielle, opposant l'ultra-conservateur José Antonio Cast à la candidate de la gauche, Janet Jara, arrivée en tête du premier tour de l'élection le 16 novembre dernier. Pour rappel, au premier tour des élections, le candidat du Parti républicain d'extrême droite était arrivé en deuxième position avec 23,92% des voix. Et des centaines de Vénézuéliens ont manifesté samedi à Caracas après la saisie par les États-Unis d'un pétrolier dans les eaux des Caraïbes, un acte que le gouvernement a qualifié de piraterie. Les manifestations qui ont lieu dans plusieurs villes sous un seul slogan, grande manifestation nationale contre la piraterie Yankee, ont rassemblé citoyens et responsables. Le maire de Caracas a accusé le gouvernement américain de chercher à s'emparer des ressources du Venezuela. Écoutez, Trump, je vais vous dire une chose. N'osez pas poser le pied sur ma terre, la terre vénézuélienne, car nous, hommes et femmes, sommes ici, quel que soit notre âge, des plus jeunes aux plus âgés. Nous sommes ici attendant de voir si vous osez poser le pied sur notre terre. Eh bien, nous sommes ici pour protester contre les politiques interventionnistes de Donald Trump dans les Caraïbes. Nous désapprouvons sa politique de pillage des richesses de notre nation. Ce qu'ils veulent, ce sont nos ressources. Ils veulent envahir le Venezuela. Mais nous ne les laisserons pas faire. Nous ne céderons pas. Nous sommes là, prêts à tout pour défendre notre patrie. Et chaque jour, nous nous préparons davantage. Car nous sommes patriotes. Car nous aimons notre patrie. Car nous nous levons tôt et descendons dans la rue pour combattre. Des tirs sur le campus de l'université Brown, l'une des plus prestigieuses aux États-Unis, ont fait 2 morts et 8 blessés graves samedi. Selon Frank Doyle, un responsable de l'université, les tirs ont eu lieu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique où des examens étaient en cours. Le chef adjoint de la police de Providence, Timo Hara, a précisé que les informations préliminaires indiquaient que le suspect était un homme habillé en noir. Le président Trump a pour sa part réagi en soirée après cet incident, le qualifiant de terrible. J'ai été pleinement informé de la situation à l'université Brown. C'est terrible. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est prier pour les victimes et pour ceux qui ont été grièvement blessés. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements, mais c'est vraiment dommage. Priez. Les combats entre la Thaïlande et le Cambodge se sont poursuivis ce dimanche au niveau de la bande frontalière entre les deux pays. Le conflit, qui a fait au moins 26 morts depuis le 7 décembre, entre dans sa deuxième semaine après le démenti par Bangkok qu'un cessez-le-feu a été conclu comme l'affirmait Donald Trump. Au moins 14 militaires thaïlandais et 11 civils cambodgiens ont péri aussi depuis le début du conflit, qui a également fait quelques 800 000 déplacés de part et d'autre de la frontière, selon des bilans officiels thaïlandais et cambodgiens.
Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé 3 provinces de l'île indonésienne de Sumatra s'élève à présent à 1003 morts, alors que 218 personnes sont toujours portées disparues, selon les dernières données publiées samedi par l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.